Bonjour Rémi Tel, bienvenue sur Radio Courtoisie dans Ligne Droite. Bonjour Richard, bonjour Alexandre. Alors, vous êtes cofondateur du collectif Peuple Libre, vous avez écrit plusieurs ouvrages, Vaincre le Covidisme, Paroles révoltées, La chute de Prométhée, et aujourd'hui vous allez nous parler d'un sujet passionnant. Le Rassemblement national, Richard. Voilà. Politique, le silence en dit parfois plus que les mots. Mercredi soir, après l'allocution lunaire d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine, Marine Le Pen n'a pas pris la peine de réagir aux déclarations du chef de l'État. Entre le partage de la dissuasion nucléaire tricolore et l'annonce de nouvelles dépenses pharaoniques pour l'effort de guerre, en partie financé par l'épargne privée, les motifs d'indignation ne manquaient pourtant pas. Pire, Jordan Bardella a même paru se féliciter de la fuite en avant engagée par l'Élysée, commentant sur X, je cite, « Emmanuel Macron prend conscience en dernier que le monde d'aujourd'hui est celui de la puissance. Il y a donc de quoi s'interroger. Le Rassemblement national est-il encore un parti d'opposition ?» Beaucoup garderont en mémoire le récent laissez-passer octroyé par le RN pour 9 ans à Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. D'autres rappelleront que le parti à la flamme détient toutes les cartes pour faire tomber le gouvernement, entraînant selon toute hypothèse dans sa chute la présidence Macron. Mais voilà, de ces cartes, le Rassemblement national ne fait rien, hormis monnayer quelques faveurs au système, au moment où, de Donald Trump à Nigel Farage, en passant par Viktor Orban ou Giorgia Meloni, le grand vent de l'histoire tourne en Occident, profitant aux leaders les plus pugnaces. Chez nous, ce changement de paradigme politique souligne paradoxalement l'impasse incarnée par l'opposition officielle. Car au-delà de la politique politicienne, se pose aussi la question de la ligne idéologique du Rassemblement national. Pendant le Covid, Marine Le Pen qualifiait les manifestations pour la liberté de dinguerie. À aucun moment, elle ne s'est d'ailleurs opposée au pass vaccinal ni aux injections forcées. Sur le plan institutionnel, le RN a opté pour un dirigisme mortifère, semblable aux œuvres de la Macronie. Toujours plus d'État, de dépenses et d'impôts. Concernant le volet sociétal, enfin, on reste sans voix par sa complicité active ou passive. Le parti fondé par Jean-Marie Le Pen a permis la constitutionnalisation de l'IVG ou encore le vote à Bruxelles du règlement de censure DSA. Aujourd'hui, il n'est plus rare d'entendre ces élus, notamment parmi ceux qui comptent au sein des instances, défendre l'euthanasie ou les grandes causes chères au lobby LGBT. Bref, sa démagogie sur les retraites mise à part, la formation 2 fois finaliste et 2 fois perdante à la présidentielle s'est transformée en nuance vaguement patriote de l'extrême centre, espérant peut-être gagner tous ces galons républicains. Sauf que la République, elle, ne se couche pas devant ses adversaires. Si elle s'offre un jour au RN, ce sera pour mourir malicieusement dans ses bras. En attendant, avec de tels défenseurs, la France n'est pas encore au bout de ses peines. Voilà une attaque en règle. Vous allez nous permettre, à Alexandre et moi, de vous contredire courtoisement. Est-ce que on n'est pas en train de focaliser un peu trop sur la manière dont le Rassemblement national, au bout du compte, essaie de ne pas rééditer ses erreurs ou les erreurs d'Éric Zemmour lors de la dernière campagne, c'est-à-dire de se laisser systématiquement piéger par un ogre russe que Emmanuel Macron agite en n'hésitant pas à dire des choses un peu grotesques comme la politique ne doit pas être une affaire d'amateurs et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sont forcément des crétins demeurés. Enfin voilà, je retraduis la pensée macronienne. Est-ce que Marine Le Pen et Jordan Bardella n'ont pas eu raison d'éviter de courir tête baissée dans le piège tendu par Emmanuel Macron qui passe sa vie à expliquer que ce sont les autres qui ont tort puisque c'est lui qui a raison? Au contraire, en choisissant de se justifier sur la question russe, le Rassemblement national a démontré son amateurisme et son absence complète de constance, puisqu'ils sont partis d'une position qui était la position de Jean-Marie Le Pen d'ailleurs, qui était une position à peu près gaullienne, de considérer que l'affaire entre la Russie et l'Ukraine était une affaire de famille et que comme dans toutes les affaires de famille, quand on était extérieur à la famille, mieux valait ne pas trop s'en mêler parce qu'on se faisait deux ennemis éternels. Le RN, on le sait, a eu des liens privilégiés avec Moscou avant de s'en détourner par opportunisme, parce qu'ils ont considéré que cette alliance qu'ils proposaient était démonétisée
sur le plan de la politique intérieure. Et donc, en fait, ils ont courbé l'échine sur cette question. Ils tenaient une position d'équilibre. Et vous savez, quand on subit un procès en dédiabolisation, lorsqu'on l'alimente soi-même ou lorsqu'on s'excuse, eh bien les coups redoublent en intensité. Et ça, le RN semble ne l'avoir toujours pas compris en réalité. Et sur ce que je pressens dans votre question, sur le volet de la diabolisation de façon plus large, vous voyez que cette stratégie de dédiabolisation n'a pas empêché, lors des élections législatives de 2022, de réunir des candidats qui avaient multiplié sur les réseaux sociaux des propos tantôt antisémites, voire négationnistes, ou des blagues plus que douteuses, ou qui s'étaient vautrés dans le complotisme le plus pur. Donc là, on reste en fait au cœur de l'amateurisme. Le problème du Rassemblement national, ce n'est pas une éventuelle radicalité sur le plan des idées, mais un amateurisme dans son approche de la politique française. Or, aujourd'hui, l'époque exige un petit peu de sérieux. Quoi qu'on pense sur le fond de ces questions, lorsqu'il s'agit de la dissuasion nucléaire française, de l'envoi de nos compatriotes sur un terrain d'opération extérieure, de la mobilisation de l'épargne privée, on ne peut pas se contenter de lire des fiches mal préparées par des stagiaires, si vous voulez. Et là, je crois que la légèreté, la désinvolture du Rassemblement national apparaît malheureusement de façon très, très douloureuse. Et à titre personnel, j'en suis le premier désolé. Vous parlez d'amateurisme, de stagiaire, mais un député aussi remarquable que Jean-Philippe Tanguy a au contraire fait la preuve du sérieux de ses propositions. Oui, mais vous voyez, par exemple, je ne veux pas me lancer dans des affaires personnelles, mais il y a aujourd'hui un changement de ligne au sein du Rassemblement national, y compris sur des questions de civilisation. Le Rassemblement national s'est constitué dans l'optique, ou en tout cas avec la prétention de défendre une certaine idée de la civilisation française. Aujourd'hui, vous trouvez des élus au sein du Rassemblement national, et Jean-Philippe Tanguy en fait partie, qui, lorsque leurs collègues ont voté, certains de leurs collègues minoritaires ont voté contre la constitutionnalisation de l'IVG, les ont publiquement désavoués, ou ont tenté de faire pression au moment du début de l'examen du projet de loi sur la fin de vie pour la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie. Donc, vous voyez, quand on se reconnaît dans une famille de pensée traditionnelle, d'une certaine façon chrétienne, disons même les choses telles qu'elles sont, le Rassemblement national, aujourd'hui, désarçonne un petit peu. Et il désarçonne de plus en plus ses électeurs. Alors, c'est vrai que, faute de mieux, beaucoup d'entre eux continuent de soutenir cette formation politique. Mais enfin, quand on regarde la dernière législative partielle qui a eu lieu de mémoire, c'était en Isère, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une fragilisation du RN et que le RN peut peut-être moins que d'habitude compter sur sa base. Donc, s'il espère gagner de nouveaux électeurs en approfondissant, si vous voulez, sa fréquentabilité, le risque, même d'un point de vue de politique politicienne pour lui, c'est d'en perdre parmi ces électeurs traditionnels qui sont de plus en plus nombreux parce que la conscience des maux qui frappent la France est de plus en plus aiguë. Donc en plus, il y a une forme de contretemps, si vous voulez, dans cette dédiabolisation aujourd'hui poussée à l'extrême. Alors, bonjour Rémi. Déjà, ensuite, je voudrais rappeler une première chose sur la question de l'euthanasie. Moi, j'avais pu échanger avec Christophe Benz, qui était le responsable du RN sur la question. Et en l'occurrence, j'avais échangé avec lui. Il m'avait expliqué que, au contraire, il m'expliquait que sur les 88 députés à l'époque, il y en avait 80 qui étaient opposés à l'euthanasie, que la position du RN et de Marine Le Pen était l'opposition à l'euthanasie, juste pour revenir sur ce point précis. Maintenant,
il y a un autre sujet, c'est effectivement, vous parlez du discours de fond du RN, finalement. Et évidemment que le RN a changé sur bien des aspects. On peut penser par exemple à la question du Frexit qui se posait il y a maintenant 8 ans et qui n'est plus du tout d'actualité dans la politique française en général. Mais sur les renoncements de Marine Le Pen, ce que je trouve assez intéressant, c'est d'écouter ses discours réellement et d'écouter les discours qu'elle tient dans ses meetings et les discours qu'elle tient au niveau européen. C'est à ce moment-là qu'elle s'adresse à ses électeurs. C'est pas à ce moment-là qu'elle s'adresse au système, comme ça peut être le cas dans une interview. C'est à ce moment-là qu'elle parle à la France, d'une certaine façon. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que les discours de Marine Le Pen en général, et c'est particulièrement le cas d'ailleurs depuis depuis les dernières présidentielles, sont assez marquants et quelque part une personne qui est plus radicale entre guillemets dans le bon sens du terme sur ce plan, Éric Zemmour, n'aurait pas à renier un discours de Marine Le Pen qu'elle va tenir par exemple à Madrid. Moi j'y étais il y a un an à Europa Viva face à quelque part voilà toutes les représentants de l'Europe patriote, même de l'Occident. À côté de ça, je peux penser aussi au discours qu'elle tient tout simplement dans ses meetings. Finalement, c'est des discours qui sont toujours assez forts, qui sont toujours axés sur la défense de la nation française, de la souveraineté européenne. Est-ce que, quelque part, on peut pas dire qu'il y a un double discours de Marine Le Pen, un discours qu'elle tient à ses électeurs, et qui serait son vrai discours, et un discours qu'elle tient au système pour justement se dédiaboliser, ce qui a d'ailleurs fonctionné sur la dédiabolisation quand même. Marine Le Pen peut assurément compter sur son bagou, sur sa gouaille, comme son père d'ailleurs, tradition familiale, pour sauver les meubles. Au-delà des mots, les votes, eux, témoignent de la vérité, je crois, du Rassemblement national aujourd'hui. Et quand on regarde ce qu'a fait Patriots for Europe au sein du Parlement européen, sur tous les grands sujets, il n'y a pas d'opposition franche, et parfois même, Patriots for Europe accompagne les transformations proposées par la Commission européenne. À nouveau, sur ce sujet, par exemple, du DSA, le règlement européen sur l'encadrement des activités numériques, règlement qui, en gros, fait un pas de plus, quand même, vers la censure. On entend d'un côté Jordan Bardella se poser en défenseur de la liberté d'expression en France. Son groupe, le groupe auquel il appartient, lui-même, ne se sont pas opposés au DSA au moment où il était discuté à Strasbourg. Alors peut-être s'agit-il tout simplement d'un manque de sérieux et d'un manque d'investissement dans le mandat, mais à nouveau, quand il s'agit de sujets d'une telle importance pour la liberté de la France et donc sa capacité à décider de son destin, on ne peut pas se permettre cette forme de légèreté. Et moi, c'est ce qui me préoccupe aujourd'hui. Ce ne sont pas tant les discours du Rassemblement national qui, d'ailleurs, vous parliez d'Éric Zemmour, sont parfois très empruntés. Éric Zemmour, je crois, il y a une semaine sur BFM TV, citait le général de Gaulle concernant le pacte 20 fois séculier entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Et puis Marine Le Pen, il y a 3 jours, cite exactement ces mots du général de Gaulle devant l'Assemblée nationale. Si vous voulez, il y a aussi une façon un peu grossière et même discourtoise, j'ai envie de dire, de faire de la politique qui témoigne d'un certain rapport entre les cadres du Rassemblement national aujourd'hui et les Français. Sur le Digital Service Act, donc le DSA dont vous parliez à l'instant, faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, c'est ce qui protège l'Europe factuellement des GAFAM américains qui justement actuellement sont dans une situation très complexe et c'est pour ça que les Américains poussent autant pour la liberté d'expression et contre ce Digital Service Act, parce qu'en fait c'est des lois de protection des données aussi qui sont extrêmement sévères et qui empêchent les Américains et les géants du numérique qui sont bien plus puissants que les géants du numérique européens. C'est une forme de protectionnisme d'une certaine façon, parce que ça les empêche en fait actuellement de mettre la main justement sur les données européennes. Ça les empêche d'avoir quelque part un contrôle plus important sur l'espace numérique européen. Donc quelque part, ce qui est retiré à la liberté d'expression, encore que il n'y a pas de loi précise qui passe non plus dans ce sens-là dans le Digital Service Act, c'est aussi ce qui est un élément de souveraineté numérique européenne. Il faut aussi avoir quelque part, donc le Rassemblement national ne se trahit pas dans ce sens-là. Il y a un enjeu industriel très clair du côté des Américains, et les Américains font avancer leurs pions
sur le sujet au nom de la liberté d'expression, il n'en demeure pas moins que le DSA, par la possibilité qu'il donne aux États membres de prendre d'une certaine façon le pouvoir sur les plateformes, pose une véritable menace en matière de liberté d'expression qui s'est déjà concrétisée d'ailleurs au cours des derniers mois lors de différents rendez-vous politiques. Je pense par exemple aux élections en Roumanie sur ce sujet très précis. Donc, si, il y a quand même une question, et d'ailleurs, ces gens ne se préoccupent pas tellement, même sur le fond de l'affaire. Regardez, là, il y a une audition, je crois que c'était à l'Assemblée nationale de Bruno Retailleau il y a quelques jours, sur une forme d'aspiration des données possibles, souhaitables en tout cas pour eux, des données des messageries cryptées par l'État, avec ce système de backdoor, etc. C'est le sens dans lequel on va, et on n'entend pas sur ces sujets de fond le Rassemblement national. Donc c'est facile de prendre la pause, si vous voulez, pour défendre Cyril Hanouna et C8, quand on n'a rien dit d'ailleurs, lors de la suppression de Russia Today en 2022. Mais je crois qu'il s'agit là de posture et qu'à nouveau, l'époque, l'instant politique que nous vivons exige du sérieux et le Rassemblement national aujourd'hui en a les moyens parce que, vous l'avez rappelé, ils ont quasiment 90 députés à l'Assemblée nationale, ils ont un financement public qui est important, ils appartiennent à un groupe puissant au sein du Parlement européen. Bref, s'ils avaient la volonté d'agir, ils pourraient agir, ils pourraient pousser des sujets. Et pour le coup, vous savez que je suis aussi pas très copain avec nos amis des Républicains, mais chez les Républicains, on trouve cette force de proposition, cette force d'initiative sur un certain nombre de thématiques qui touchent à l'avenir de la France et au quotidien des Français. C'est complètement absent du Rassemblement national. Citez-moi une seule proposition de loi forte et qui n'ait pas déjà été rédigée par ailleurs, déposée par le RN au bureau de l'Assemblée nationale au cours des derniers mois. On n'en trouve pas. Donc il y a quand même un problème de travail, il y a un problème de sérieux au sein du RN aujourd'hui, et je crois que ça explique la paralysée politique dans laquelle se trouve la France. Vous avez dit à deux reprises qu'il y a un moment, et on a l'impression que le Rassemblement national, à vous écouter, est en train de rater le moment. C'est-à-dire, on voit que dans d'autres pays européens, ceux qui ont choisi d'être plus radicaux, très affirmatifs sur un certain nombre de sujets, y compris classiques au Rassemblement national, comme l'immigration, même ceux qui sont montés en cours de route dans le train de l'immigration, comme l'AfD, qui n'en parlait pas tant que ça il y a 10 ans, ont conquis des places, conquis des points, on le vend en poupe dans les élections, réussissent à s'approcher des portes du pouvoir plus que le Rassemblement national ne s'en est approché. Donc il y a cette radicalisation possible qui a l'air de correspondre à l'esprit des peuples et que le Rassemblement national n'a pas pris. Et par ailleurs, il y a le fait que la droite classique, la droite prétendument de gouvernement, comme elle s'honore de s'appeler elle-même, quoi que ça puisse vouloir dire, est elle-même de son côté en train de grignoter le champ du Rassemblement national. Bruno Retailleau est emblématique à cet égard. Est-ce que la fréquentabilité, pour reprendre un de vos mots que cherche le Rassemblement national, n'est pas en train de lui coûter d'une part une partie de son électorat classique et d'autre part de la rapprocher tellement de Retailleau que les gens se disent après tout autant voter Retailleau? Ce qui est très étonnant effectivement, c'est que dans le rapprochement du RN du cœur du système, il y a aussi un pas qui a été fait par le système en direction du RN. Et on a un discours, l'allocution d'Emmanuel Macron l'a montré, qui du moins dans les termes utilisés, dans les concepts convoqués, renvoie à une certaine idée du patriotisme, voire même du nationalisme. Lorsqu'Emmanuel Macron dit aux Français « la patrie a besoin de vous », ça nous ramène là au patriotisme flamboyant, si vous voulez, y compris parfois dans ses pires excès, de 14. Vous voyez ? Donc, en fait, le système a fait un pas vers le RN et le RN a fait un pas vers le système. Et donc, aujourd'hui, on a effectivement une sorte de feuille à papier de cigarette, si vous voulez, entre les deux. Et d'un point de vue électoral,
il est probable que les gens se trouvent un petit peu lassés par ce nouveau en même temps que porte le RN, même si, et là pour le coup, je trouve qu'il y a une forme de populisme véritable, de démagogie véritable, qu'on pourrait attribuer, si vous voulez, à l'extrême droite au sein du RN, c'est que le RN se refuse à tout discours de vérité. Aujourd'hui, vous parliez de Jean-Philippe Tanguy, on a certains députés qui donnent des leçons sur la gestion des finances publiques. Lorsque nous avons été un certain nombre à alerter sur la fuite en avant financière du quoi qu'il en coûte, au Rassemblement national, on applaudissait des deux mains. Au Rassemblement national, rappelez-vous que le Rassemblement national, qui refuse aujourd'hui de censurer le gouvernement Bayrou, alors que le Premier ministre est pris quand même dans une affaire qui, d'un point de vue éthique, à tout le moins pose question, le Rassemblement national a censuré Michel Barnier sur la question des retraites. Vous voyez ? Alors qu'on sait que 2/3 de l'augmentation de la dépense publique depuis les années 2000 est imputable au système de retraite. Donc, vous avez d'un côté un manque de courage sur beaucoup de sujets fondamentaux qui touchent au principe de la fille aînée de l'Église. Encore une fois, disons les choses telles qu'elles sont. Et de l'autre, une forme de démagogie digne des pires heures du poujadisme, si vous voulez, et qui pose à nouveau quand même question sur la volonté réelle du Rassemblement national de conquérir le pouvoir, mais surtout d'en faire quelque chose une fois au pouvoir. Je vais vous prendre un exemple, Richard, pardon. Non, mais je vais vous le dire. Voilà. En 2022, avec d'autres, j'étais pas tout seul, nous avons rencontré le bras droit de Marine Le Pen dans l'entre-deux tours de la présidentielle pour préparer le débat de la présidentielle, le débat de 2022. Et puis vous assurer qu'elle disposait de tous les éléments sur la plupart des sujets. Les choses avaient été expliquées, tout était détaillé, les chiffres étaient là, etc. Sur l'essentiel, elle a choisi de n'en rien faire. Donc, il y a quand même une question à un moment. Pourquoi ? C'est pas par manque de talent. Le talent pour exprimer des idées, Marine Le Pen l'a, et c'est ce qui d'ailleurs la maintient dans la position dans laquelle elle se trouve. Pourquoi renoncer à exprimer les choses devant Emmanuel Macron en 2022 ? On n'est pas tous obligés d'avoir envie le matin d'être président de la République. Mais si ce n'est pas sa vocation, ou si pour des raisons à éclaircir, on se sent trop tenu par le système pour l'affronter directement, à ce moment-là, il faut laisser sa place. Or, Marine Le Pen refuse de laisser sa place, et le tandem qu'elle incarne aujourd'hui avec Jordan Bardella, si vous voulez, est à la fois trop faible pour sauver notre pays, et en même temps trop puissant d'un point de vue politique pour laisser émerger des alternatives. Donc c'est là où on se trouve dans une situation de blocage, moi qui m'inquiète quand même particulièrement pour l'avenir de la France, parce que les questions vont se poser très très rapidement d'un point de vue de la soutenabilité de notre dette, par exemple, d'un point de vue de la crédibilité de la France à l'international, parce que nous nous désespérons de la posture désinvolte et légère d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Ukraine, mais en Afrique, on regarde ça avec consternation, en Amérique du Sud, on regarde ça avec consternation. J'entends même aux États-Unis, il faut évidemment tempérer cela, mais j'entends même maintenant des républicains qui s'inquiètent que la France possède l'arme nucléaire. Alors évidemment, ils jouent eux-mêmes leur partition, mais vous voyez qu'il y a un sujet de crédibilité et qu'on ne va pas pouvoir se maintenir comme ça dans cette espèce d'effritement éternel pendant trop longtemps, parce que sinon, il en coûtera trop aux Français de redresser la barre. Juste sur la question de l'amateurisme, c'est une question qui s'est toujours posée au Rassemblement national et quelque part qui se posera toujours jusqu'à leur prise du pouvoir. Je tiens quand même à rappeler que dans un autre sens aussi, on a de sacrés amateurs actuellement à la tête du pays et en fait quelque part
la comparaison est toujours difficile à faire entre les personnes qui n'ont jamais eu le pouvoir et celles qui les ont déjà eu mais qui nous ont déjà mené à la catastrophe. Mais sur la question précise de la conquête du pouvoir, moi j'ai une question qui est toute simple, c'est que ça fait 15 ans maintenant que Marine Le Pen est critiquée sur chacune de ses décisions par la droite. Elle est critiquée sur toute sa stratégie, tout le monde la remet en question, personne à droite finalement ne la soutient vraiment dans ce qui peut être considéré comme les milieux journalistico, médiatico, intellectuels, etc. En fait, ils ont très peu de personnes qui les soutiennent, qui sont derrière eux. Et pourtant, force est de constater que à chaque élection, il y a une progression, que aux dernières élections législatives, c'est pas passé si loin non plus. On peut en 2024. Certes, on n'était pas la majorité, mais en tout cas, il y avait une vraie dynamique. Les européennes, c'était quand même une grande victoire. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de mystère Marine Le Pen qui fait que personne ne comprend pourquoi, personne ne saurait analyser, mais quelque part, elle comprend vraiment le peuple français et pas nous? Est-ce qu'il n'y a pas un petit aspect justement mystérieux qui fait qu'elle arrive chaque fois à progresser? Concernant l'amateurisme d'abord, c'est pas le produit du hasard ou de l'absence d'expérience, parce qu'effectivement, il faut toujours commencer, voilà, quelque part. Il y a toujours une première fois où on entre au gouvernement, une première fois où on dirige les affaires du pays. Mais au Rassemblement national, c'est le produit d'une stratégie qui a été méditée, de purges successives. Alors au début, c'était les identitaires, puis ça a été les souverainistes, puis maintenant, c'est les catholiques. On sait par exemple que lors des investitures aux dernières législatives, il y a certains profils qui ont été écartés parce qu'on disait qu'ils étaient trop cathos, ils étaient ils portaient quelque chose qui était jugé trop chrétien. Donc, si vous voulez, à force de séparer tout le monde, et c'est sûr qu'il reste plus que il reste plus que des gens qui doivent tout à Marine Le Pen et qui n'ont pas eu d'existence forcément personnel en dehors du Rassemblement national. Donc l'amateurisme du RN, c'est aussi ça, si vous voulez. Ça c'est sur le premier aspect des choses. Oui, Marine Le Pen, l'instinct politique de Marine Le Pen n'est pas à remettre en question. Après, le rôle d'un leader politique, c'est pas forcément toujours d'abonder, si vous voulez, dans le sens de l'instinct populaire. Et c'est ce que je reproche, par exemple, à Marine Le Pen sur la question des retraites. À titre personnel, moi, j'avais été très opposé à la réforme des retraites d'Elisabeth Borne parce qu'elle était votée de façon antidémocratique, passage en force au sein du Parlement, et parce qu'il me semblait que faire tomber Borne sur les retraites, c'était un moyen de faire tomber Macron. Mais il y a une conviction sur les retraites de la part de Marine Le Pen. Enfin, ou plutôt, il y a un entêtement sur la question des retraites de la part de Marine Le Pen. Or, avec plus de 3 000 milliards de dettes maintenant, avec des taux d'intérêt de la dette, une charge de la dette qui pèse plus lourd chaque année maintenant que le budget de l'éducation nationale, personne de sérieux ne peut vous expliquer qu'on peut indéfiniment comme ça continuer à fonctionner comme on fonctionnait au moment des dividendes des 30 glorieuses. Et là, je ne sais pas si c'est de l'instinct politique et de la compréhension profonde des Français ou à nouveau une forme de populisme sans vergogne qui, s'il était mis en œuvre au pouvoir, de toute façon ne donnerait pas grand-chose de bon pour notre pays. Merci beaucoup Rémi Tel pour cette charge sabre au clair et courageuse contre le Rassemblement national. Je ne sais pas si vous avez convaincu tout le monde, mais au moins vous avez pu dérouler un argumentaire construit et enflammé, et on sent que c'est l'avenir du pays qui vous guide. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Merci Alexandre. Sur Radio Courtoisie.